Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, ou plutôt bon après-midi déjà. La restauration, c'est un mot qui signifie réaction, nostalgie, un mot qui porte plutôt des couleurs du passé. La restauration en France, 1814-1830, est un moment qui a ses partisans et qui a ses opposants farouches. C'est-à-dire un moment de tension entre l'histoire issue de la Révolution de 1789 et finalement, après les 100 jours dont on va parler, 14 ans, presque 15 ans, d'un dessein difficile à accomplir sous deux rois qui sont les deux frères de Louis XVI, le comte de Provence Louis XVIII et le comte d'Artois Charles X, lequel se fera sacrer à Reims, ce qui tout de même était peu banal après une révolution, et le sacre de Napoléon qui a désacralisé d'une certaine façon le sacre bourbonien et légitime. Francis Démier, professeur à l'université de Paris-Ouest, a écrit un livre splendide, attendu au demeurant par tous ceux qui regardaient que la Restauration avait ses pour et ses contre, plutôt au fond que sa narration, n'était pas effectivement complète, qu'elle était ou trop politique ou trop économique, qu'elle s'articulait surtout par rapport à la Révolution de juillet 1830, ou des questions plus symboliques de drapeau, le drapeau blanc contre le drapeau tricolore. Bref, un livre extraordinaire, car c'est au-delà d'un livre de synthèse, c'est un livre qui reprend, derrière, je dirais, les emblèmes classiques d'une histoire politique classique, toute l'histoire de la France face à la nation, dans un régime qui est un régime royal, un régime bourbonien, légitime par le passé, et qui traite de la période en reprenant toutes les études qui ont été faites, et donc qu'il a conduites souvent dans le cadre d'une équipe à Paris 10 Nanterre à l'époque, qui est maintenant Paris-Ouest, allant dans les fouilles de ce que sont les données économiques, même statistiques, sociales, d'un paysage qui change, d'une mentalité et de mentalités qui sont encombrées d'histoire. C'est un moment où jamais l'histoire n'a été aussi encombrée de passé et avait tant la volonté de recouvrer un présent qui fut une synthèse et qui fut une science. Donc Francis Démier, bonjour. Bonjour Philippe Levillain. Ce livre, vous l'avez porté en vous plusieurs années, c'est un monument, il faut le dire. Je veux dire, il fait plus de 1000 pages, qui est bon signe. Alors il est publié très curieusement en Folio Histoire et c'est un inédit. Donc on s'attend, quand on voit Folio Histoire, c'est-à-dire c'est une reproduction d'un livre qui était publié sous une couverture extrêmement louisante, cartonnée, etc. Alors mettre ça dans sa poche, ça suppose de grandes poches, une grande vareuse. Il est encore portatif. Je pense que c'est une bonne chose qui paraisse en livre de poche. Je suis content de toucher un public important. Ceci dit, c'est un livre qui s'inscrit dans une historiographie qui est encore très vivante sur la Restauration. Et je crois que c'est vrai, la période a été étudiée de façon continue depuis la Restauration elle-même. Une des originalités, du reste, je crois, de la période, c'est que les premiers historiens de cette restauration ont été des acteurs même de la période. Et puis, dans le 19e... Il y en a un qui s'appelle Capefig, j'aime beaucoup le nom, je trouve ça délicieux, je crois, dans oui, le Midi. Capefig est un historien un peu oublié, mais un des premiers historiens de la Restauration. Quel est le titre de son ouvrage ? C'est une histoire de la Restauration. 7 volumes. En quelle année ? Ce sont au lendemain de 1830. Il a écrit. C'est de l'histoire contemporaine. C'est de l'histoire contemporaine. On dirait dire de l'histoire orale à l'heure actuelle, puisque dans ces histoires qui sont contemporaines, effectivement, de l'après Trois Glorieuses, beaucoup de personnalités importantes sont intervenues dans la rédaction elle-même. Mais cette historiographie, bien évidemment, n'est pas celle de l'immédiat. Elle s'inscrit dans la longue durée du 19e siècle. Et du XXe siècle, vous l'avez noté, c'est une histoire divisée qui longtemps a opposé effectivement la gauche et la droite, voire même l'extrême droite et la gauche républicaine, et qui a été abordée, je dirais, de façon dépassionnée et scientifique, je pense à partir des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale, et c'est toute la période justement des historiens de la Sorbonne, ou Girard en particulier, qui ont permis, disons, d'aborder la Restauration de manière nouvelle. Ernest Labrousse également, auquel j'ai fait référence à de nombreuses reprises, dans la mesure où le livre que j'ai écrit s'est voulu dans la tradition de ce qu'on appelle une histoire globale. Alors que souvent on a fait une histoire des règnes, finalement, une histoire de Louis XVIII et de Charles X, j'ai essayé de replacer la période dans un cadre un petit peu plus large que l'aspect purement institutionnel, sur ce qu'on appelle les bases matérielles. Oui.
J'ai cité dans mon livre cette formule de Lainé qui disait en 1820 désormais les intérêts sont devenus dominants, faisant allusion non pas à Balzac. Pour nous, c'est quelque chose effectivement qui est très parlant, mais je crois que commence pendant cette période effectivement de la Restauration la définition d'une France moderne qui est fondée effectivement sur des intérêts matériels, ceux qui émergent de la Révolution et qui sont contestés ou débattus pendant la période de la Restauration. Alors, Francis Démier, le roi Louis XVIII, le comte de Provence, qui était en exil à Gand, qui est podagre, et qui pour autant n'est pas impuissant d'ailleurs, fait son retour de Paris. C'est un saisissement. Je veux dire qu'après le départ du petit caporal, avoir arrivé ce survivant, ce naufragé des Bourbons de 1792, enfin après la mort de Louis XVI, disons, cœur d'exil, c'est un choc quand même pour Paris. L'image n'est pas forte. En plus, des caricatures ont circulé pendant toute la période napoléonienne qui disgraciaient la nature de ce personnage, qui a des idées, qui est fin. Mais surtout, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a le retour du drapeau blanc, il y a tout de même, qui n'est pas rien, et qui d'ailleurs est une querelle qui rebondira en 1872 au moment de la restauration manquée du comte de Chambord. Il y a l'abolition du Concordat, il y a le retour à la religion des Français, etc., etc. Et puis, une interruption fabuleuse qui, le 1er mars 1815, s'appelle le vol de l'Aigle, le retour de Napoléon. Et entre ces deux épisodes, il y a une interaction très forte, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la première restauration manquée, si je vous ai bien lu, et d'autres qui amène les 100 jours. Et ensuite, les 100 jours manqués avec ce chapitre cruel que vous appelez Waterloo, suite et fin, je crois. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc, point final. Point final, oui, mais c'est cruel. C'est au point final. Alors, il y a tout de même là, je dirais, quelque chose qu'on lit autrement que ce qu'on a l'habitude de faire si on a encore les traces de l'enseignement et de ce qu'on lisait dans les années 60. C'est-à-dire, je dirais, une volonté d'articuler ce qui a été par rapport à ce qui, antécédemment, a essayé d'être prouvé comme étant un vrai retour. Alors, je crois que cette première restauration est très importante. Elle est même fondatrice. Parce qu'on constate finalement que très rapidement, en quelques semaines, voire en quelques jours, on arrive à constituer un gouvernement, un régime. Et que cette restauration, qui effectivement se construit autour du personnage de Louis XVIII, est paradoxale dans la mesure où le roi lui-même, vous l'avez évoqué, est quelqu'un qui est considéré par le tsar Alexandre comme quelqu'un de nul. En réalité, nous avons affaire à un personnage qui probablement a beaucoup d'ampleur, ampleur politique, intellectuelle, qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup voyagé et qui a été capable, effectivement, je crois, d'accepter ou de comprendre la nécessité pour réaliser finalement ce compromis entre la France de la Révolution et l'Ancien Régime, qui est un compromis du reste classique, qui a été recherché quasiment depuis l'époque consulaire et dont l'empereur a été probablement le premier auteur. Il est convaincu, et de façon juste, que ce compromis ne peut être réalisé que dans un cadre constitutionnel. Et je crois que là, nous avons un moment très important dans l'histoire de France. C'est la mise en place, effectivement, à travers cette charte, qui est une charte octroyée, ah oui. Bien sûr. Octroyée, c'est-à-dire, c'est du côté, effectivement, de l'autorité du monarque. Et Louis XVIII tient beaucoup, effectivement, à cette autorité. Mais en même temps, c'est une charte qui reconnaît tout l'héritage de la Révolution. Elle est bien sûr ambiguë. C'est un cadre qui va être divisé, partagé pendant toute la période. Mais c'est un acquis extrêmement important, je crois, pour l'histoire politique de la France. Alors, Mathilde Larère, j'ai vu que vous opiniez, quand M. Démier a dit charte octroyée. J'imagine bien que vous opinez, mais vous opinez pour une raison plus profonde, j'imagine. Vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Non, mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est que cette charte qui va ensuite être le point de référence pendant toute la période, au point d'ailleurs qu'en 1830, les ouvriers font la révolution en criant « Vive la charte », qui est quand même... il y a une espèce d'importance de ce texte. Non seulement elle est octroyée, mais c'est dans l'histoire constitutionnelle de la France, la première qui n'est pas rédigée par une assemblée constituante. Donc c'est vrai que là, il y a pour ça, c'est un texte important et elle est rédigée donc par une commission de membres choisie par le roi. Elle est assez courte, dans l'histoire des textes constitutionnels, c'est assez court. Et en même temps, c'est un texte de référence extrêmement important, mais qui laissait ouvert un certain champ des possibles. Et je trouve que le livre montre bien que finalement, il y avait des interprétations possibles, lesquelles se sont développées d'ailleurs. Une interprétation, un absolutisme qui aurait été finalement limité, ou au contraire, une interprétation plus anglaise, plus parlementaire. Et ce texte laissait ouvert ces champs des possibles.
Il a essayé d'ouvrir ce genre des possibles, parce qu'au fond, il y avait urgence ou au fond, parce que c'était prêt? Non, je crois qu'il existe finalement un certain consensus entre une partie de l'aristocratie libérale et une bonne partie de la bourgeoisie française qui souhaite sortir effectivement de l'épisode impérial qui, pour elle, est une impasse. Et il existe incontestablement une reconnaissance très rapide de cette charte. La bourgeoisie française, les manufacturiers, les négociants, très heureux de sortir d'une guerre sans fin, lui ont apporté effectivement un appui immédiat, ce qui du reste a facilité beaucoup la tâche du roi et de son gouvernement. En revanche, on constate que dès le départ, et c'est ce qu'évoquait Mathilde Larère, cette charte est l'enjeu de conflits, de débats, et nous avons l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un premier ultracisme, qui considère effectivement que désormais la France, après la chute de Napoléon, cette première chute, est une page blanche sur laquelle on peut reconstruire l'Ancien Régime, ce qui est une erreur. C'est une grave erreur. J'ai oublié de dire, Mathilde Larère, que vous enseignez à Paris-Est, dans la vallée, et que vous avez écrit un livre qui va bientôt publier sur la garde nationale, que vous avez terminé en 2001. Alors, Jean-Claude de Jong, vous êtes professeur à Versailles 51 en Yvelines, et vous avez travaillé sur l'histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la guerre, de la Grande Guerre, disons. Mais c'est pas le sujet que nous allons aborder maintenant. Non, pas du tout. Moi, revenir au point où nous sommes partis. Juste quand même attirer l'attention sur l'habileté de cette charte et même de son nom, puisqu'elle est charte constitutionnelle et on n'a pas pris le mot constitution, on l'a mis en second, et puis on a été prendre ce vieux terme qui renvoie à tout l'imaginaire du Moyen-Âge, et on pourra peut-être en reparler, la Restauration, oui. C'est aussi une période où le Moyen-Âge est très importante pour les mentalités, à la fois pour l'histoire politique et l'histoire culturelle. Et donc, à l'école des chartes, d'ailleurs. Qui est créé à ce moment-là. Qui va être fondé à ce moment-là. Et on a donc cette habileté politique de Louis XVIII qui est remarquable, avec aussi ce préambule qui est là finalement pour faire accepter tout le reste. Et donc on voit, et il faut quand même mesurer, je crois, l'intelligence politique de ce souverain dont on évoquait la figure, et qui contraste, j'anticipe un peu, avec son frère et avec Charles X. Oui, enfin ça c'est pas un vrai problème, parce que de toute façon, en plus, je dirais que Charles X se durcit au fur et à mesure. Il y a l'épisode Polière, qu'on ira tout à l'heure. Ce qui est plus intéressant, c'est que les deux frères se succèdent, et que dans le nomastique dynastique, Louis XVIII considère qu'il y a eu Louis XVII, ce qui est un point important, parce que malgré tout, le dauphin n'a jamais régné comme on sait. Je reviens à l'argument, Francis Démier. Sur l'articulation entre la fin des 100 jours, et donc comme vous dites, Waterloo, fin, et la deuxième restauration. Là, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un domaine où il est obligé d'envisager du durable qui aurait pu durer, d'ailleurs, vous expliquez à un moment donné. Bon, alors on parlera tout à l'heure pour la Révolution de 1830. Mais là, on rentre dans un moment où il est sûr que le régime est obligé de se mettre dans la longue durée. Oui, dans un premier temps, du reste, les choses ne sont pas si évidentes, parce que la deuxième restauration se met en place dans des conditions beaucoup plus difficiles que la première, à cause d'une défaite qui désormais est une défaite très dure, une occupation. Qui mutile les territoires. Et je crois qu'il faut effectivement avoir toujours présent à l'esprit cette idée d'une France occupée jusqu'en 1818, qui va hypothéquer du reste cette occupation, le destin de la France. Sa libération apparaît effectivement pour les gouvernements de la période comme un enjeu capital. Et c'est très important dans la mesure où c'est sur cette base d'une émancipation des puissances étrangères que la Restauration pourra définir justement à nouveau un projet à la fois politique et économique national. Mais je crois que ces 100 jours sont très importants aussi, bien sûr à cause du retour de l'empereur, mais du profil qu'adopte l'empereur pendant les 100 jours. On parle d'un Napoléon révolutionnaire, en tout cas d'un Napoléon qui s'est appuyé sur un mouvement populaire. Et ces 100 jours sont caractérisés par une période, effectivement, qui est celle d'une grande tension sociale, d'une mobilisation paysanne, d'une mobilisation ouvrière qui a fait très peur. Et donc, je crois qu'il faut effectivement situer, d'une part, ce qu'on appelait la terreur blanche, c'est-à-dire une réaction brutale de la part, effectivement, des royalistes ultras qui revenaient au pouvoir, mais aussi de la part du gouvernement. Il faut situer ça dans un contexte de difficultés sociales très importantes. Une grande peur sociale. Et cette grande peur sociale, elle va peser sur les débuts de la Restauration. C'est elle qui explique effectivement, je crois, la réussite des ultras.
et cette fameuse chambre introuvable, qui est le produit à la fois des 100 jours et de la Terreur blanche. Mais en même temps, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que cette chambre introuvable, ce virage à l'extrême droite, finalement, qui hypothèque la définition d'un régime selon la charte, tel qu'il avait été envisagé sous la forme d'un compromis par Louis XVIII, n'a pas de perspective. Ce premier ultracisme était condamné. Et je l'ai expliqué, pour des raisons à la fois politiques et économiques. Il est condamné parce que cet ultracisme, finalement, va présenter une image de la monarchie qui est une image funèbre, fondée effectivement sur le culte, le souvenir de Louis XVI. C'est toute cette représentation finalement de la monarchie qui a été mise en valeur du reste récemment par des travaux sur l'histoire des représentations et qui nous montre effectivement la reconstruction d'un régime sur la base de l'expiation, de la contrition et d'une intervention massive en quelque sorte de l'Église pour conforter la monarchie. Or, je pense que ce projet était un mauvais projet parce qu'il reposait sur des bases extrêmement étroites. Il était très difficile aussi de reconstruire la monarchie sur des références au passé qui sont souvent des références contradictoires. Référence à Louis XVI, c'est une période de réformisme que beaucoup d'ultras, justement, repoussaient. Et d'autre part, référence à un passé médiéval qui était lui-même divisé, parce qu'on faisait allusion à la référence qui était celle de Saint-Louis ou du bon roi Henri IV. Autrement dit, il y a toute une reconstruction de la mémoire sur des références à l'ancienne monarchie, qui sont des références qui ne prennent pas corps dans les lendemains de l'époque impériale. Et ceci se vérifie également sur le terrain économique parce que ces ultras qui dominent la Chambre ont très vite révélé qu'ils n'avaient pas les compétences économiques, la culture en quelque sorte pour orienter la France et la sortir d'une situation financière, économique extrêmement difficile. Par contre... Oui. Non, on est donc devant une France qui est occupée, qui est affamée, qui subit quand même une crise économique, donc sociale très grave, qui a un dessin politique de la restauration, qui est un dessin d'image du passé, qui ne correspond d'ailleurs pas aux tentatives qui ont été faites par Louis XVI et par Turgot pour essayer de réformer, comme on dit maintenant, et qui est donc en balance entre un système politique qu'on propose qui n'est pas adapté aux aspirations des pays qui est quand même relativement modernisé et qui, même avec le blocus continental, a connu des modifications de structure assez grandes dans l'ordre économique et des rapports entre la grande propriété et la propriété industrielle, codifiés, code de commerce, etc., qui fait qu'il y a tous les éléments pour une modification radicale du paysage. À propos de la mémoire, je dis tout de suite, pour ne pas l'oublier, il y a un moment assez inattendu dans votre livre, vous parlez de la chapelle expiatoire, qui est donc édifiée sur les restes, présumés d'ailleurs, de Marie-Antoinette et de Louis XVI, qui sont jetés dans une fosse commune, comme beaucoup de victimes de la guillotine, et qui est édifiée donc sur ce terrain, et qui va connaître tout au long du siècle un destin de maintenance ou de déconstruction, de destruction même. Et en 71, et puis des demandes constantes par Clémenceau, etc., et qui aboutit finalement à ce que le 22 juillet 1914, donc déjà la guerre initiée, elle soit classée monument historique. Miracle. Alors c'est un miracle, je veux dire que c'est un élément, c'est un des fils conducteurs d'ailleurs de votre grand livre, c'est aussi la peinture du paysage et du rôle du symbole et des signes. Bon, Mathilde Larère, vous voyez opiner tout à l'heure, parce que vous opinez beaucoup, c'est très bien, vous êtes en face de moi. Mais... Tant mieux. Donc, on était en train de parler du paysage économique tel qu'il se présente en 1818. Et alors, tu as parlé un peu de la garde nationale. Ah, la garde nationale... Oui, allez-y. La milice citoyenne. La milice citoyenne. La garde nationale, c'est elle aussi, un peu comme la chapelle expiatoire, va durer, sauf qu'elle meurt un petit peu avant de 14, parce qu'elle est supprimée le lendemain de la Commune. Donc c'est une institution qui est en place quand retournent les Bourbons sur le trône. C'est une institution révolutionnaire. Et oui, c'est vrai. Voilà. Et ça fait partie de ces nombreux paradoxes, compromis et amusements finalement de la Restauration. Donc une institution révolutionnaire maintenue par un régime restauré. Et même au tout début, même si là on s'éloigne un peu du paysage économique et social, c'est le comte d'Artois, donc le frère du roi et qui
qui se pose à la tête des ultras, qui va essayer d'utiliser la garde nationale au service en fait du projet ultra. Donc c'est vraiment le type même d'institution qui peut avoir des usages, des instrumentalisations très complexes. Le comte d'Artois se fait nommer chef de la garde nationale et se sert de la garde nationale pour créer une force de l'ordre, une force armée au service des ultras. Et les libéraux qui sont malgré tout au pouvoir, parce que c'est pour ça en fait que j'opinais tout à l'heure, ce que je trouve... Vous avez le droit d'opiner, tant mieux. Oui, non, mais... merci. Ce que je trouve fascinant dans cette restauration, alors on parle de la charte de la chambre introuvable, les ultras dominent la chambre, mais là le roi... L'ultra, c'est ultra-royaliste, ultra-royaliste, plus royaliste que le roi. Voilà, l'extrême droite. Je crois c'est pas le mot de l'erreur, non, c'est pas l'extrême droite, c'est plus royaliste que le roi. Oui, non, mais c'est le terme qu'on retrouve, et c'est vrai que c'est... Oui, avec une contestation parlementaire du monarque, et éventuellement donc même une sorte d'appel au peuple qui est assez virtuel du reste, et face à la monarchie. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'ils tiennent la chambre, mais le roi, en application de la charte, en fait, peut nommer un ministère qui n'a pas la majorité à la chambre. Et donc on se retrouve dans cette situation merveilleuse. C'est 49-3 à l'envers, ça. Voilà, exactement. Où on a donc le roi, Louis XVIII, un ministère, on va dire, libéral, modéré, et puis une chambre introuvable. Mais le duc de Richelieu est-il à modéré ? Oui, c'est un modéré. Je crois qu'il ne faut pas, j'ai essayé de le montrer dans le livre, séparer Richelieu de Decazes. Oui. Et nous avons affaire à un couple qui va définir... Un tandem, oui. Un aristocrate et un parvenu. Un aristocrate et un parvenu flamboyant de Decazes, mais qui représente en fin de compte les deux composantes nécessaires de l'équilibre entre le passé et la dynamique qui se met en place à un moment où la Restauration, très très vite justement, reprend des forces économiques et sociales parce qu'elle est le terrain sur lequel se développe la révolution industrielle. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, du reste, le projet Ultra qu'on a évoqué tout à l'heure, ce projet à la fois de contrition, d'expiation et de regret du passé, ne pouvaient pas prendre appui dans ce contexte. Par contre, ceux qui l'ont compris, ils se sont débarrassés du reste très facilement de la chambre introuvable, ce sont les constitutionnels, et qui s'appuient, comme l'évoquait Mathilde Larère, sur une conception de la monarchie, qui est celle des doctrinaires, qui représentent un laboratoire, disons, de pensée très important et qui définissent à leur pour la période ce que pourrait être le cadre politique d'une modernisation de la France, dans laquelle le roi joue un rôle très important. C'est-à-dire qu'on a une définition, entre guillemets, bourgeoise de cette monarchie, mais qui accorde avant Louis-Philippe. Mais les doctrinaires vont se retrouver au pouvoir sous Louis-Philippe. Bien sûr. Puisque des gens comme Royer-Collard ou Guizot, qui sont les pilotes, les poissons pilotes effectivement de cette opération politique, seront les gagnants des années 1830 et 1840. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dès cette période un projet doctrinaire qui est un projet politique cohérent, qui écarte la démocratie, ces notables n'en veulent pas, et qui par contre effectivement donne au roi face à la Chambre un pouvoir extrêmement important, qui est le pouvoir d'une autorité. Une autorité qui n'est plus fondée sur une référence religieuse, mais sur la chaîne des temps, c'est-à-dire sur l'ancienneté. Et les Bourbons sont les seuls, en fin de compte, dans ce contexte, à présenter effectivement cette base suffisamment solide pour incarner une autorité sur laquelle peut s'appuyer une société encore très déchirée. Jean-Claude Dion. 2 remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour illustrer la complexité de la situation, ces ultras dont on a montré que le projet politique était quand même condamné à l'échec, en même temps, on l'a évoqué à la Chambre, ils s'adaptent merveilleusement bien au système parlementaire et ils sont les premiers, par exemple, à avoir une discipline de vote. Les libéraux sont jaloux, justement, et donc ces gens qui incarnent un projet politique du passé sont en même temps capables de s'emparer du système parlementaire et de le faire fonctionner très bien, première remarque. Deuxième point, par rapport à ces continuités que Mathilde Larère évoquait pour la garde nationale, moi je pense aussi à une institution extraordinairement importante qui est le musée du Louvre, musée donc révolutionnaire et
dont Vivant Denon avait fait aussi une grande institution napoléonienne, on aurait pu imaginer quand même que ce musée cesse et que le bâtiment revienne à ses fonctions antérieures. Eh bien non, dès 1816, il est confirmé comme musée, et même on va nommer le comte de Forbin, qui va faire une politique très moderne, qui va pas hésiter carrément à acheter pour le Louvre des toiles de David. Donc là, on voit quand même que les situations sont parfois très surprenantes et que ça se mélange entre modernité et un projet parfois très rétrograde. Alors, des territoires et des hommes, restons un peu sur ce territoire, Francis Démier. Le problème fondamental, c'est ce que j'appelle la dynamique économique. Elle passe par la population, elle passe par les manufacturiers, comme vous dites, le coton, elle passe aussi par les problèmes d'import-export, donc à la fois un blocus continental aménagé, etc. C'est un moment où il y a une remise en cause et en même temps un conservatoire adapté sur les structures fondamentales de la France moderne. J'insiste pour les lecteurs, ce n'est pas seulement vu d'en haut, d'un point de vue purement idéologique, c'est vu de près, c'est-à-dire qu'avec un microscope, dans le détail qui va gérer du village jusqu'à la ville de province importante, Rouen, Bordeaux, Marseille, etc. Voilà, je le dis en passant pour montrer que ce n'est pas un livre d'histoire des idées, c'est un livre d'histoire économique et sociale aussi. Oui, puisqu'on évoquait des territoires et des hommes, et que vous évoquez les grandes villes françaises, j'ai insisté sur l'importance de Paris pendant la période. J'ai consacré un chapitre à Paris parce que c'est peut-être le moment où Paris devient plus qu'une capitale, mais une ville extraordinairement dominante. D'abord parce que Paris devient la base même de l'industrialisation. Quand on parle de révolution industrielle, même si le terme effectivement est contesté, Paris devient la première ville de France sur le terrain économique, ce qu'elle n'était pas avant, elle était plutôt une ville de consommation. Donc ça, c'est pour cette question justement du paysage, qui du reste surprend les étrangers quand ils visitent la France. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette période qui est celle des constitutionnels et qui définit effectivement un premier projet à la fois politique et économique cohérent a deux aspects. Elle a un aspect parlementaire. Et je crois que c'est très important, on vient de l'évoquer. En dépit des contraintes, en dépit des censures, de la surveillance, de l'intervention sur la presse, le théâtre, etc., nous sommes par rapport à l'Empire dans une période de liberté. Et c'est cette période nouvelle de liberté, qui est en particulier une liberté de débat sur le terrain parlementaire, qui fait que désormais les grands choix, les grandes options sont des options débattues. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important et qui est lié dans l'esprit des doctrinaires, qui sont en quelque sorte finalement les hommes de la période, la nécessité de construire la France désormais avec une opinion. Il s'agit de définir une opinion. D'où l'importance de la presse pendant la période. C'est aussi le moment où démarre la presse. Et le grand problème finalement des doctrinaires, de Decazes et de Richelieu, a été de définir les limites de la liberté. Et on le voit sur le terrain législatif, dans les débats, etc., cette liberté moderne, puisque c'est le projet finalement qui est dans l'esprit des doctrinaires, comment lui donner vie par la liberté et comment en même temps en délimiter les contours pour la faire fonctionner, d'une façon à ne pas basculer dans ce qu'on appelle la licence, l'anarchie, etc. Et c'est le grand problème de l'époque, et qui désormais n'est pas tranché de façon despotique et autoritaire comme à l'époque napoléonienne, mais qui est débattu sur le terrain parlementaire. Et je crois que le deuxième aspect très important de cette période, c'est que devant l'incapacité des ultras, d'une droite royaliste qui manque de culture économique et de culture de pouvoir et de gouvernement à l'échelle nationale, puisqu'elle conçoit finalement surtout le pouvoir sur les bases de ces domaines, nous avons un élément très important qui est une sorte de lien, de fil continu entre la période de l'Ancien Régime, de la Révolution et de l'Empire, c'est l'État. On découvre l'importance pour la France de posséder un État d'une grande efficacité, les bureaux qui interviennent. Et cet État a été, en fin de compte, la chance de la Restauration, surtout si on compare la situation de la France par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie,
qui Il faut sont visiter le des... cas de pays qui ne sont pas encore qui sont des unifiés. pays qui n'ont pas de nation, qui n'ont pas d'esprit national. L'Italie n'aura jamais de nation, exactement, d'ailleurs. et qui n'ont pas d'État. Qui n'ont pas d'État. Or Mais là, il y a nous quand même eu un trouvons- État sous la monarchie, vous ne pouvez pas le nier. Bien évidemment. Bon, Et du reste, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les ministères, ce qu'on appelle les bureaux, est constitué à la fois d'hommes des bureaux de l'Ancien Régime, qui sont passés par la Révolution et par l'Empire, et d'un personnel nouveau. Et cet amalgame, qui est en fin de compte le vœu finalement de la Restauration, la réconciliation, elle s'opère, je pense, de façon assez cohérente au sein même de l'État. Il y a une rencontre, effectivement, entre les différentes élites qui appartiennent à l'État. Et ce qui, sur le terrain économique, à mon avis, est intéressant, c'est la définition aussi de ce qu'on pourrait appeler une voie française vers le libéralisme, vers le libéralisme économique. Parce qu'au fond, je dirais, la différence, c'est que l'État existait sous la monarchie, Dieu sait, monarchie absolue, si l'on veut, que le combat avec la monarchie et les libertés a donné la Révolution. Encore, après, il faut faire une synthèse en renforçant l'État tout en permettant les libertés. D'où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est banal, mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème est surtout de voir dans quel domaine la liberté doit-elle fonctionner. Et ce n'est pas pareil du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue social. Donc la Révolution reste toujours en germe, comme on le verra en 1830. C'est là que le problème, effectivement, c'est le challenge de la seconde restauration. Oui, alors il y a un élément très important, c'est que c'est la première fois qu'on va essayer d'associer, de faire coïncider la nation politique avec ses contours qui ont été définis par la Révolution française, et une nation économique. Et cette nation économique, elle est définie par un protectionnisme qui est un protectionnisme dur, mais fondé quand même sur un projet libéral. Et le projet de la Restauration, c'est la plus grande protection à l'égard de la mondialisation, qui à l'époque est une mondialisation anglaise, mais la plus grande liberté sur le terrain national. Ce qui veut dire que la nation est le support désormais du libéralisme économique, qui est un libéralisme accepté. Donc c'est un blocus continental actif. Et c'est-à-dire qu'on abandonne l'idée du blocus continental napoléonien, qui était un manteau, un vêtement beaucoup trop grand pour le capitalisme français, et la Restauration définit des frontières qui sont celles de la France politique de la Révolution, un peu les frontières politiques finalement de l'Ancien Régime, et qui donc définit un espace dans lequel les manufacturiers et les négociants vont trouver finalement les possibilités d'investir un risque. Et la dimension, effectivement, de cette nouvelle France est la dimension exacte du risque que sont prêts à prendre les manufacturiers. Et donc là, je crois que c'est un des éléments très importants de la Restauration, qui fait qu'on a très souvent à l'esprit les doctrines de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire un libre-échangisme intégral qui reprend finalement un peu les thèses de Smith. Là, au contraire, ce qui domine cette période constitutionnelle, leur projet économique, est celui d'un néocolbertisme. Donc l'Ancien Régime n'est pas oublié, mais un Ancien Régime néo-mercantiliste qui a défendu en quelque sorte le terrain national français contre un libre-échange, effectivement, qui posait problème. Et quand on voit le destin de l'Allemagne et de l'Italie, si ces deux pays, si ces deux ensembles ratent le début de la révolution industrielle, c'est parce qu'ils n'ont pas, effectivement, cet État-nation puissant, capable de déterminer une politique sur le terrain national. Vous écoutez Lundi de l'Histoire, autour du livre de Francis Démier, La France de la Restauration, 1814-1830, avec Mathilde Larère et Jean-Claude Yon. Alors reprenons Mathilde Larère. Je voulais rebondir sur le fait que la France de la Restauration, les libéraux comme les ultras, reconnaissent comme légitime et important le débat et la naissance d'une opinion. Alors on évoquait l'enceinte parlementaire, qui est effectivement l'espace d'un débat assez libre, la presse, mais il y a un troisième espace qui est très présent d'ailleurs dans le livre de Francis Démier, il l'utilise à plusieurs reprises, c'est les pétitions. C'est vrai que les citoyens, pendant toute la Restauration, envoient beaucoup de pétitions, et notamment beaucoup de pétitions économiques, et interviennent dans le débat. Et c'est vrai que autant il y a des limites, ça dépend des périodes, mais au régime de la presse et parfois des périodes de censure, autant il y a une très très grande liberté dans le droit de pétition, et il y a une intervention permanente du pays et pas de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une certaine maîtrise de l'écrit, mais le droit de pétition est ouvert à tout le monde, alors que le droit de vote est fermé avec des limites censitaires. Il est censitaire, c'est-à-dire censitaire, expliquez-vous. C'est-à-dire payer 300 francs d'impôt pour avoir le droit de vote. Alors que dans la première restauration, l'aristocratie était exclue de tout impôt, je crois, c'est ça. Ce qui nous donne une France politique de moins de 100 000 individus. Voilà. Alors que tous les citoyens peuvent
écrire à la Chambre, hein, envoyer une pétition à la Chambre. Même les femmes, d'ailleurs. Hein, c'est un droit... Le féminisme de la Restauration, on pourra parler. Oui, là, il ne va pas y avoir grand-chose à dire sur le féminisme de la Révolution. C'est la Restauration qui les introduit à la bourse de Paris. Oui. C'est la première fois, effectivement, que les femmes peuvent acheter et vendre de la rente. Pourtant, la tutelle dans leur mariage, la tutelle des femmes dans le Code civil est terrible. Je veux dire, ça durera très, très, très longtemps. On l'a oublié, même au temps de Maupassant et de Balzac. Je veux dire, sauf dans la noblesse. J'ai essayé de montrer effectivement qu'il existe toute une politique féminine au sein de la noblesse pour l'acquisition de territoires, parce que c'est une politique patrimoniale et territoriale. Oui, parce que l'enjeu, c'est l'argent de la famille. Il faut épouser la fille du châtelain voisin, ou inversement, pour réunir les forêts, pour éviter le morcellement. L'importance des veuves aussi. L'importance des veuves, bien sûr. Alors, on va revenir à Villèle tout de même, parce qu'en 1820 apparaît ce personnage assez étonnant, sur lequel vous consacrez des pages et des pages, et qui va rester très longtemps au pouvoir. Il reste jusqu'à quand au pouvoir, Francis Demier? Il reste entre 1822 et 1827, novembre 1827, il arrive en décembre 21. On ne va pas tromper, donc c'est un personnage qui n'a pas de jolie figure d'ailleurs. On ne peut pas dire que ça va véritablement... il avait un physique ingrat, contemporain. Alors le portrait en effet par Charles de Rémusat dans ses souvenirs, et il va être lu par Jean-Pierre Leroux. Le premier de ces sages était assurément Villèle. Il était d'un pays que je connais bien car j'y écris, où l'on a l'aversion et le mépris de toute idée générale. Il en était préservé par ses préjugés autant que par la qualité de son intelligence pratique et droite, mais étroite et vulgaire. Il ne manquait pas de l'amour-propre, ordinaire aux gens de sa sorte, et qui leur fait dédaigner ce qu'ils ne comprennent pas, car ils mettent leur savoir-faire fort au-dessus des plus hautes conceptions de la raison et des plus riches dons du talent. La vanité a été la plus grande cause de ses défaites. N'ayant pas assez d'esprit pour voir au-delà de son habileté, il a mis dans celle-ci une confiance sans limite. Il a cru à la baguette magique de la dextérité, mais il compensait presque tous ses défauts par la première des qualités politiques, un bon jugement. Le caractère du sien était si exclusivement pratique qu'il avait besoin de contact de la réalité pour se manifester. Villèle, avant de toucher au gouvernement, n'avait été qu'un gentilhomme campagnard, intelligent et sans lumière, un provincial avisé. Villèle, hors des affaires, retomba peu à peu dans les idées tout à la fois chimériques et routinières des hobereaux qui lisent le journal, et ceux qui l'ont vu dans les 15 dernières années de sa vie l'ont retrouvé plein de prévention et de radotage. Villèle à la Chambre, Villèle à la tête de l'État, s'est trouvé à peu près au niveau de ses fonctions et a pourvu, avec une sagesse suffisante, aux nécessités quotidiennes du gouvernement et au perfectionnement ordinaire de l'administration. C'était un Gascon honnête et sensé. Il ne fallait donc exiger de lui qu'une honnêteté et un bon sens de Gascon, c'est-à-dire de la probité personnelle, du discernement et de la prudence dans le maniement et la conduite des intérêts privés. Quant à la parfaite dignité personnelle, au respect de sa propre parole, à l'horreur de l'intrigue et de la corruption, à une préférence invariable pour les hommes et les moyens irréprochables, à la vaste prévoyance, à l'intelligence de la grande politique ou des principes généraux, à la fermeté d'esprit qui ose se compromettre en résistant, à l'ambition d'atteindre un noble but historique, à l'amour de la gloire, il ne fallait rien attendre de tel, pas plus de Villèle que d'un Toulousain quelconque. C'était un extrait de la Maître de Portici de Daniel François Esprit Aubert, qui était d'ailleurs présenté pour la première fois en 1828, pardonnez-moi, et qui a donné lieu, à l'issue de sa représentation à Bruxelles, à la fameuse Révolution de 1830. Les Belges ont une particulière dilection pour cet opéra qui les a portés à l'insurrection nationale. Jean-Claude Dion. Ce qui est intéressant avec la Maître de Portici, déjà, c'est le concept d'un opéra dont l'héroïne est muette. Ça, c'est le librettiste Scribe qui aimait beaucoup ce genre de challenge. Et puis, c'est aussi que cette œuvre, finalement, elle a été acceptée par la censure du régime. Et on n'y a absolument pas vu un aspect séditieux. Ça montre parfois les aveuglements de l'histoire, puisque même Charles X a envoyé des volumes de Tacite
à Scribe pour le féliciter pour la qualité de ce livret qui, effectivement, 2 ans plus tard, a déclenché une révolution. Cette œuvre aussi, elle est au départ de ce qu'on appelle le grand opéra, et ça montre aussi donc la vitalité. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, mais il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, c'est romantisme. C'est la vitalité culturelle extraordinaire de cette période où on a l'impression que tout l'héritage, tout ce qu'il y a de mieux de l'Ancien Régime et tout ce qu'il y a de mieux de ce qui naît se mélange. Et on évoquait tous ces débats parlementaires, tous ces articles de journaux. Il y a une qualité de style absolument extraordinaire qu'on ne retrouvera pas après 1830. Et donc, d'un point de vue culturel, on a une période merveilleuse. Je voulais juste le signaler en entendant ce ballet de la Muette. Non, mais parlons-en. On va revenir à Villèle tout à l'heure. On a encore un peu de temps devant nous quand même, donc ne soyez pas tristes. Il y a effectivement, d'ailleurs, dans le livre de Francis Desmiets, tout un passage sur la vie d'artiste qui est très éclairant et sur aussi donc le théâtre dont vous êtes le spécialiste. Je l'ai mentionné tout à l'heure par vos publications récentes. Oui, il y a ce qu'on peut appeler un éclatement, un fusionnement, oui, si l'on veut. Enfin, il y a un goût pour le théâtre. C'est à ce moment-là que Talmas, qui sous l'Empire avait rétabli les tragédies anciennes en péplum, ce qui n'était pas le cas avant. L'opéra, les cafés-théâtres aussi. Oui, et en fait, Mathilde Larare parlait des différents lieux où s'exprime l'opinion publique et elle évoquait fort justement les pétitions, le théâtre aussi, bien évidemment. Et là, on touche, comme pour les pétitions, on touche un public qui n'est pas forcément accès à l'écrit. Et je pense notamment, parce qu'on n'a pas aussi évoqué encore l'Église, parce que bien sûr, la Restauration, c'est aussi une histoire de quelle est la place de l'Église dans la société. L'Église sort sa censure. Voilà. Et quelle est, lorsqu'on une mission venait dans une ville en province, et ces missions, elles étaient d'une violence extraordinaire. C'était vraiment, il y avait un savoir-faire de ces congrégations pour imposer l'expiation par rapport à la Révolution. Eh bien, qu'est-ce que demandaient les libéraux locaux? Ils demandaient une représentation de Tartuffe, et la grande pièce politique de la Restauration, c'est Tartuffe. Tartuffe est une pièce, c'est de la dynamite à cette époque. Donc, on voit comment la culture classique, et quand on regarde aussi ce qui est le plus vendu en termes de littérature, on voit, c'est pas le jeune Hugo qui fait des tirages encore très modeste, c'est pas le Balzac qui n'a pas encore explosé entre guillemets, ça reste la littérature classique, ça reste l'Abbé Fleury, ça reste La Fontaine, donc on a ce mélange culturel qui est vraiment assez exceptionnel. Alors on va revenir à Villèle, on parlera de l'Église peut-être, mais c'est important ceci dit, parce que c'est une époque où l'impiété règne. Il faut dire que depuis le Directoire, le christianisme a été dévasté par une politique très systématique, malgré le Concordat, qui a asséché les vocations et qui surtout a transformé le clergé en clergé salarié, qu'il soit du haut clergé ou du bas clergé au XIXe Ancien Régime, de l'archevêque au desservant, qui est quand même un peu à la botte et qui a été quand même soumis par Napoléon, qui a maltraité d'ailleurs le pape Pie VII, qui était très gentil d'ailleurs, parce que quand même il a accueilli toute sa famille ensuite, après sa chute, ils sont morts à 2 ans d'écart. C'est effectivement un visage du christianisme qui va renaître, parce qu'il faut pas oublier que le génie du christianisme de Chateaubriand est un livre opportuniste. Au départ, Chateaubriand comptait écrire la chute du christianisme, et comme il a vu le Concordat, il a transformé ça avec un sens de la pirouette absolument inouïe, en livre fondateur du romantisme dans la littérature, la grande littérature, qui va de pair avec la place de l'Église, qui d'une certaine façon ne propose pas le grand christianisme, mais le christianisme aussi de repentance et d'expiation. Donc il y a tout ça effectivement dans le livre. Je voudrais qu'on vienne à Villèle. Alors on va revenir à Villèle, Francis Desmiets, dans son ampleur, c'est-à-dire une politique. Rémusat fait apporter une cruauté épouvantable. Villèle de Toulouse était maire de Toulouse. Il montre que, si j'ose dire, sa montée à Paris et sa place comme président du Conseil lui donne des ailes. Oui, le texte est aussi intéressant sur Villèle que sur Rémusat, parce que Rémusat fait partie de cette jeunesse des élites doctrinaires. Et on sent dans le texte de Rémusat le quasi-mépris de ces intellectuels parisiens, ou en tout cas l'expression d'un orgueil remarquable de Rémusat à l'égard de Villèle, qui est un gentilhomme campagnard, et qui avouait du reste avoir oublié son latin, qui n'avait pas fait son droit, comme la plupart justement des leaders politiques de l'époque, et qui est l'expression, en fait, c'est peut-être ça que Rémusat critique, d'une force profonde qui a écarté les doctrinaires et qui a écarté les constitutionnels. Je crois que cette force profonde, elle est assez comparable finalement à ce qui se passe à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une réaction aristocratique, qui définit ce qu'on pourrait appeler un deuxième ultracisme, qui est assez différent du premier. Et du reste, Villèle avait commencé sa carrière politique dès 1814-1815
en repoussant la charte. Et quand il revient au pouvoir, quand il arrive au pouvoir à partir de la fin 1821, eh bien, il considère que la charte désormais est un outil absolument indispensable et que son projet politique doit se situer dans le cadre effectivement de ces structures constitutionnelles. Et je crois. Mais Louis XVIII l'appelle pour un motif. Pardon ? Louis XVIII fait appel à lui pour un motif, c'est-à-dire qu'il est l'expression même. Il est l'expression même, effectivement, des revendications qui sont celles d'une aristocratie qui désormais est en difficulté. Ouais. Et j'ai insisté effectivement sur ce tournant de 1820 qui ne s'inscrit pas exactement dans les ruptures de règne. Mon histoire de la Restauration ne prend pas les mêmes repères chronologiques que le règne qui est 1824 pour Louis XVIII et après nous avons Charles X. Moi je crois que le grand tournant se situe en 1820, à un moment où sur le terrain économique, les bons prix du XVIIIe siècle pour la France rurale se retournent et la rente foncière baisse. Il y a donc la prise de conscience dans l'aristocratie française qui jusque-là, pour une partie d'entre elles au moins, a été favorable à cette évolution du compromis, la prise de conscience d'un déclin. Qui illustre aussi les inquiétudes qu'on voit dans la littérature romantique et d'un certain pessimisme sur le destin ou sur les possibilités de l'aristocratie foncière française d'épouser en quelque sorte le nouveau siècle et de le guider. Et Villèle est l'expression à la fois de cette crainte, de ces difficultés qui se traduisent souvent du reste par des baisses de revenus, surtout pour cette petite noblesse départementale, celle qui n'a pas profité des largesses de la cour et qui est très souvent très hostile justement au gouvernement de Paris. Alors, la montée de Villèle à Paris est bien l'expression effectivement de cette réaction aristocratique et d'une prise de pouvoir dont le projet politique présente du reste une certaine cohérence. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Cette cohérence, elle consiste en fin de compte à reprendre l'idée initiale qui était celle de Louis XVIII du compromis entre la France de la noblesse, de l'aristocratie foncière et la bourgeoisie, mais avec un partage des tâches différents. En fait, le problème qu'essaie de résoudre Villèle, c'est celui de la division des propriétés nobiliaires. Il va s'attaquer à cette question, dans la mesure où sa conception justement de la stabilisation de la société post-révolutionnaire repose sur la reconstruction d'une grande propriété. Le modèle est très simple, c'est le modèle anglais. Le modèle de cette grande propriété anglaise sur laquelle repose finalement le système parlementaire anglais et le libéralisme anglais. Et donc, il est prêt, et il avance à plusieurs reprises, à soutenir la révolution industrielle. Il n'est pas hostile, comme une partie des ultras, à cette évolution de la modernisation économique, mais ce qu'il souhaite, c'est que l'aristocratie foncière, sur une base renforcée, et sa politique, effectivement, va porter sur ce projet, ait le leadership politique, comme en Angleterre, mais que la bourgeoisie industrielle soit associée. Et il est convaincu, effectivement, que la France doit être aussi industrielle. C'est donc une nouvelle redéfinition du compromis, mais qui donne à une aristocratie foncière puissante la direction politique de la France. Parce que dans son esprit, seule la noblesse est capable, effectivement, d'avancer des valeurs, un projet politique suffisamment solide, un projet que la bourgeoisie n'est pas capable, selon lui, effectivement, de mettre en place. Pourtant, c'est elle qui règne. Elle ne règne pas totalement. Non, pas totalement. Je schématise quelque chose que vous affinez naturellement, parce que le temps presse. Et que je voudrais quand même qu'on en vienne. Il est très difficile, Francis Dévier, d'essayer en 59 minutes de donner l'expression même de la quintessence d'un livre dont j'ai déjà qualifié la nature tout à fait exceptionnelle, puisque je veux dire qu'on a enfin ce panorama complet, et surtout je veux dire, la relation entre l'idéologie et la réalité, ce qui est très important, dire que pas seulement la réaction, mais autre chose, c'est-à-dire que ce qui représente derrière cela un paysage modifié par des bousculements, enfin des bousculades qui sont constantes. Alors, on arrive à 1830. Pour moi, la nouveauté dans la fin de votre livre, où il y a un épilogue et une conclusion, ce qui est important. C'est-à-dire que je dirais que vous avancez avec un sas, et puis ensuite vous passez de l'autre côté. Donc, c'est tout de même qu'à plusieurs reprises, vous dites que la révolution de 1830 était évitable, que le gouvernement Polignac, nous sommes d'accord, l'atteinte aux libertés, nous sommes d'accord, les ordonnances, nous sommes d'accord, mais montrer que le Charles X aurait pu
et les constitutionnels auraient pu éviter la révolution de 1830. Alors, je cite parce que je l'ai retrouvé, la fameuse phrase de Jean-Hugues Bory, qui mérite tout de même une citation au micro. Aux maçons, serruriers, tailleurs, mécaniciens qui se sont battus par 3 très beaux jours de la fin du mois de juillet, persuadés de se battre pour la liberté, alors qu'ils le faisaient pour que l'action des mines dans un de 1000 francs en 1815 passe à 150 000 en 1834. On ne peut pas mieux résumer ce qu'on peut appeler effectivement l'escamotage d'une révolution. Donc vous n'êtes pas d'accord, Mathilde Deray. Je vous donne la parole une seconde, pour une fois vous n'êtes pas d'accord. Ah non, je suis pas Rapidement. d'accord parce que je pense que la révolution de 1830 est quand même une révolution extrêmement importante et une coupure fondamentale et que c'est pas simplement elle est pas. Enfin, Vous savez que c'est l'adage latin, il se fait qui proteste. Celui qui l'a fait, c'est celui qui s'approprie. Bon, Francis Desmier. Oui, non, je partage le sentiment de Mathilde Larrey, bien sûr. Il y a un problème dans les histoires de la Restauration, c'est qu'en règle générale, nous avons une histoire de la Restauration et qui se termine toujours par la Révolution de 1830 et les Trois Glorieuses. Oui, c'est ça. Donc on a le sentiment, effectivement, qu'il y a une sorte de déterminisme, un fatalisme dans l'histoire de la Restauration qui trouve, en quelque sorte, son expression finale dans la Révolution de 1830. Alors, j'ai essayé de remettre, pas de remettre en question, mais de m'interroger en tout cas sur cet enchaînement. Alors je crois, comme le dit Mathilde Larrey, que cette révolution de 1830, et Maurice Agulon a beaucoup insisté sur ce point, est fondamentale, ne serait-ce que pour la laïcisation de l'État et de la France, qui était compromise à l'époque de Charles X. Je crois que la révolution de 1830, elle est aussi fondamentale parce qu'après 1830, je dirais que plus jamais l'aristocratie foncière ne pourra se reconstituer à l'intérieur, effectivement, du système politique français comme un groupe spécifique et privilégié. Or, une des composantes de la révolution de 1830, un de ses moteurs, c'est de condamner, de lutter contre la reconstitution, effectivement, d'une France du privilège, qui est à la fois la conséquence de la politique de Villèle, mais aussi peut-être et surtout la conséquence de la politique de Charles X et de sa politique cléricale, qui a été, je crois, un des gros problèmes qui a affaibli la Restauration sur la fin, en particulier parce que ce cléricalisme qui accompagne le règne de Charles X est la base du développement d'un anticléricalisme qui va jeter un pont entre la bourgeoisie libérale, voltairienne, et, je dirais, le peuple. Donc ça, je crois qu'effectivement, c'est une des sources de la Il y a aussi Révolution. une aristocratie incroyante et même voltairienne. C'est certain, mais Moins elle a naturellement, reculé mais sous qui la a reculé. Restauration. Qui a reculé. Elle Après a la reculé. Révolution, quand même. Ouais. Parce qu'une bonne partie, justement, de la pensée ultra et la condamnation de l'esprit des Lumières qui a pu, à un moment donné, effectivement, toucher l'aristocratie. C'est un retour, justement, à la religion dans l'aristocratie. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette vision un peu déterministe, mécaniste de la Restauration, qui fatalement mènerait aux Trois Glorieuses, j'ai essayé, disons, de la mettre à l'épreuve parce que il y a un gouvernement après la chute de Villèle, le gouvernement de Martignac, et j'ai insisté sur la politique de Martignac, qui a été considérée souvent comme un petit sursis en quelque sorte avant la Révolution, qui est la vérité finalement de la période. Or, on voit pendant la période de Martignac, et en particulier, j'ai accordé une certaine tendresse à un petit noble du Béarn qui s'appelle Saint-Cric, le comte de Saint-Cric, qui a été à la tête du ministère du Commerce et qui a tenté effectivement sur le terrain économique de reconstruire un socle cohérent pour l'évolution économique et sociale de la France. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais pendant un certain temps, effectivement, autour de cette politique réformiste qui accompagne le gouvernement de cet avocat bordelais séduisant, paraît-il, qui était Martignac, on a une politique de réforme qui a été tentée et que le monarque a fait échouer. Je crois que la responsabilité, effectivement, de Charles X dans ce domaine est importante. Mais jusqu'au bout, ce qu'on constate, et je crois que c'est un point important, c'est que les notables français, la bourgeoisie libérale, face à l'évolution politique, ne pense pas à la révolution. Elle a en quelque sorte deux niveaux de réflexion. Un premier niveau théorique est celui de Guizot, de Thierry, etc., et qui considère que finalement la révolution est inscrite en quelque sorte dans la réalité. Et un deuxième tactique qui est d'emprunter en fin de compte à la révolution anglaise ses méthodes et d'écarter à nouveau le recours à la révolution française, en tout cas
aux masses qui ont animé la Révolution française et d'éviter à nouveau 89, 92, 93. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée donc à la Restauration. Et je voudrais quand même citer le dernier mot d'ailleurs de votre conclusion, qui est une phrase de Charles de Rémusat. Au moment où le drapeau tricolore le 28 juillet est planté sur le tour de Notre-Dame, dit-il, c'est le drapeau qui dresse contre le régime, je cite, ce fond de noire passion patriotique qu'une bonne partie de la population nourrissait contre les Bourbons. Ce fond de noir patriotique. Oui. Voilà, et qui, je veux dire, Charles de Rémusat, toujours 2 fois d'ailleurs cet après-midi, qui donc a le succès de la plume admirable, parce qu'il le vaut bien, 1857, et Charles de Rémusat. C'était les lundis d'histoire présentés aujourd'hui par Philippe Levillain, avec Francis Démier, Mathilde Delareyre et Jean-Claude Dion, autour du livre de Francis Démier, La France de la Restauration, 1814-1830, l'impossible retour du passé. Le texte est lu par Jean-Pierre Leroux, extrait mémoire de Charles de Rémusat. Vous avez écouté un extrait de La Bête de Portici de Daniel Aubert. Réalisation Gilles Devidas, prise de son Philippe Mercher,